Le débat de ce matin portera justement sur le coronavirus et la crise. Il faut le dire, l'impact économique sur la crise actuelle. Ce sera justement le thème de notre débat ce matin. Et bien sûr, deux de mes invités sont déjà là sur ce plateau. À ma gauche, Paul Nken, qui est là ce matin. Paul Nken, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos et bonjour à tous vos chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver ce matin une fois de plus pour essayer d'analyser l'impact économique du Covid-19 qui est en train de décimer les populations partout à travers le monde. Nous espérons que nous serons à la hauteur de vos attentes. Et merci en tout cas pour... vous êtes déplacé et d'être là ce matin malgré la pluie dans la ville. Faut pas également oublier Paul Nken. Il y a quelqu'un qui me disait hier que vous avez la tête de Popol. Ah bon? Ah ouais, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est vrai, j'ai souvent entendu ça. Non, c'est juste pour vous charrier. À ma droite, docteur Béni Chris Kieze du côté du Congo, Kinshasa, mais qui est surtout au Cameroun. Il aime bien toujours au Cameroun. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngos, bonjour à vos milieux de téléspectateurs, bonjour à la grande équipe technique et bonjour à ceux des milliers de fidèles qui suivent chaque matin DBS Matin. Messieurs, le sujet en tout cas ce matin, comme je l'ai dit, on entame d'ailleurs de ce débat. Nous allons parler bien sûr de la crise du coronavirus sur l'économie camerounaise et surtout l'économie africaine. Comme vous le voyez bien sûr à la une, pour ne pas dire en tout cas sur vos petits écrans, Covid-19, l'impact économique de la crise actuelle. Un autre invité vient de nous rejoindre, Patient Parfendom, analyse politique et surtout il est dans un mouvement patriotique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Béni Chris et à Paul Nken. Et bonjour à nos nombreux téléspectateurs, à la grande famille de DBS La Matinale, qui ne fait que s'agrandir. Faites beaucoup de bébés ces temps-ci. Oui. C'est quelque chose de fantastique. Félicitations pour cela. Merci. Un bonjour particulier aussi à ceux dont nous avons carrément fait l'un des plaidoyers les plus importants sur ce plateau, oui. À savoir ces ex-détenus qui ont été élargis, mais qui de plus en plus commettent des méfaits qui nous font dire que peut-être on aurait dû la laisser finalement en prison. Parce que c'est incroyable. On ne peut pas comprendre que à peine sortis de prison, certains parmi eux violent et violentent, ils agressent. L'un d'eux a été ramené à la brigade de gendarmerie de Bonajo dernièrement avec sa levée de clous encore en poche. Il tentait de poignarder un bertiquineur, c'est-à-dire le conducteur de moto, taxi, pour lui arracher sa moto. Dans la ville sucrière de Mbandjok, on compte plusieurs dizaines d'agressions de ces travailleurs qui prennent le car, comme on dit. Ils vont à 4 du matin pour prendre le travail, parce qu'ils sont sortis de la prison de Nangaï beaucoup. Alors, dans tout le Cameroun, les échos me parviennent de ces méfaits, de ces comportements qui continuent de les mettre en marche de la société. Je pense que le fait que nous avons produit ce plaidoyer puissant pour qu'ils puissent élargir, c'était dans le sens de décongestionner nos prisons pour éviter justement des cas de contamination au Covid-19. Mais cela ne signifie pas que c'était un chèque en blanc qu'on leur offrait pour qu'ils continuent leur sale besoin sitôt sortis de prison. Donc à eux de faire amende honorable et savoir se ressaisir pour mieux réintégrer la société envers laquelle ils ont beaucoup de choses à se reprocher. À ce sujet, quelqu'un me disait d'ailleurs hier que certains de ces prisonniers préfèrent rester en prison que d'être dehors. Oui, mais il y a aussi le problème de l'accompagnement. Il y a beaucoup de ces jeunes prisonniers, sitôt sortis de prison, qui n'ont presque rien. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une étude vraiment qui soit bien menée, quitte à ce qu'on les mette dans les maisons comme les maisons des enfants de la rue. Il y en a, je crois, au PK. Le temps pour eux de pouvoir se refaire, oui, avant de les laisser comme ça s'insérer dans la société, parce que c'est très grave ce qu'ils peuvent commettre comme forfait ou bien comme méfait, et qui peuvent vraiment apporter atteinte à la vie des paisibles citoyens qui ont déjà beaucoup de problèmes. Il ne faut pas l'oublier, il y a le Covid-19, mais il y a aussi la misère rampante avec laquelle ils doivent lutter au quotidien. Si maintenant il faut encore subir le supplice, n'est-ce pas, de cette charge de ces jeunes, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, qui ont volontairement choisi de se mettre en marche de la société, je crois que c'est pénible. Donc, aux forces de maintien de l'ordre, oui, de redoubler d'ardeur, mais surtout aux autorités administratives de prendre des décisions qui s'imposent pour que vraiment on ne puisse pas faire, comment dire ça, bonne fortune, mauvais cœur.
En tout cas, il faut également préciser que l'un de nos collaborateurs a échappé d'ailleurs à une agression ce matin. Il s'agit bien sûr de Alain Diok, qui a été agressé justement du côté de Bédi. Derrière, il faut le dire, Saker, on va le dire comme ça. Ben voilà. Je vais me tourner déjà vers Paul Ken. On parle bien sûr de cette crise économique, la crise actuelle. On parle du Covid-19 qui touche d'ailleurs l'économie camerounaise et plusieurs restaurants ont fermé. Oui, Monsieur Goss, avant de revenir sur le côté économique, je voudrais dire que cette crise nous interpelle sur le plan de l'humilité et de l'humanisme. Oui. Parce que quand on constate quelles sont les grosses têtes de ce monde qui ont disparu à cause de cette infection, nous sommes obligés de nous poser la question, à qui le tour? Mais personne ne peut savoir qui sera frappé demain. Et ça nous amène, comme je le disais tantôt, à beaucoup plus d'humilité parce que quand on voit certaines exactions qui sont parfois commises par ceux qui dirigent ou alors qui sont à la tête de certains pays, et oubliant que chacun de nous a quelques centimètres qui lui sont réservés au sous-sol, on se demande parfois si un événement ou alors une crise comme celle-ci ne nous amène pas à réfléchir et à comprendre que tout est vanité. Parce qu'en réalité, certaines personnes sont en train de profiter de cette crise dans tous les pays pour se faire plein les poches, en oubliant que cet argent qu'ils sont en train d'amasser, ils risquent de ne pas être à mesure même de l'utiliser comme ils l'entendent. Je suis en tout cas le cas également avec la une du quotidien Le Jour ce matin qui nous faisait savoir, parler en tout cas du commerce honteux de ceux qui passent la majeure partie du temps à profiter justement de cette crise pour se remplir les poches. Et ce n'est pas seulement dans nos pays africains. Nous avons vu des Chinois qui avaient reçu des commandes des masques et qui les ont revendus aux Américains parce qu'ils avaient du cash en main et plus offrant. Donc, les êtres humains dans tout le monde entier doivent un peu revenir dans une situation d'humilité et surtout se poser des questions. Est-ce vraiment le moment de continuer à se faire beaucoup d'argent uniquement pour en avoir plus ou alors pour que ça serve à l'humanité? Alors, parlant des restaurants, c'est pas uniquement ce secteur qui est frappé. Tous les secteurs sont frappés. De l'économie sont frappés. Plusieurs entreprises même ont fermé, il faut le préciser. Malheureusement, qui fait dans le restaurant? Généralement, c'est des personnes qui n'ont pas pu, malgré leur cursus scolaire, réussir à trouver un emploi décent qui lui permette de vivre de ce qu'il a appris à l'école, qui se retourne à faire des restaurants. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se présentent après les études ou alors dans son jeune âge, dans une école de formation pour devenir restaurateur. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des personnes qui se disent que comme ça ne marche pas dans le secteur pour lequel je m'étais formé, je peux peut-être me rattraper en montant un restaurant. Maintenant que tous les secteurs sont frappés, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est l'occasion peut-être pour moi de révéler, en tout cas de rappeler au monde que les changements sont perpétuels. Et la technologie, notamment, il y a depuis 30 ans une technologie qui a énormément révolutionné le monde qu'on appelle Internet. Mais est-ce que nos pays, parce que quand je parle, je me tourne beaucoup plus vers l'Afrique. Est-ce que les Africains ont compris l'impact de cette technologie dans nos vies? Parce qu'Internet est un pipeline extraordinaire de multiplication des fortunes. Mais quand on regarde à quoi sert Internet aux Africains, il y a un de vos collaborateurs qui parlait dans, je crois, la revue de presse tout à l'heure, que Internet est devenu le lieu de règlement de comptes. Surtout chez nous en Afrique. Les gens n'utilisent pas Internet pour multiplier des richesses et surtout arriver à soulager les souffrances des êtres humains. C'est ce qui est gênant. Parce qu'Internet, chez un homme comme Jeff Bezos, c'est une occasion. Pendant cette crise seulement, il a fait plus de 24 milliards de dollars. Internet devrait être utilisé en Afrique. Surtout en cette période de confinement. Et effectivement, pour vendre sans se déplacer et pour faire circuler les richesses, notamment le fric. Parce qu'en réalité, on peut être contaminé parce qu'on touche à l'argent. Quelqu'un d'autre a touché, il est atteint du Covid. Il vous remet, vous ne savez pas.
C'est pour cette raison que je disais tantôt à un médecin, quels que soient ces masques que nous portons, quels que soient les sanitizers qu'on utilise, le vrai pouvoir de protection se trouve dans le système immunitaire. Oui. Parce qu'à tout moment, je peux être en contact avec un ami qui me propose de me donner une bière. La personne qui vient me servir cette bière, quelle est la garantie que cette personne elle-même est encore en état de bonne santé? Il n'y a aucune garantie. Donc, l'impact économique actuellement au monde apporté par ce virus est énorme. Mais je vous l'assure, ceux qui vont constater effectivement qu'il faut utiliser les armes en présence, c'est-à-dire le changement. Oui. Et ce changement, je le répète une fois de plus, passe d'abord par Internet qui a par le commencé numérique. Il y a 30 ans. Et le numérique, bien entendu, parce que sans Internet, il n'y a pas de numérique. Oui. Sans Internet, il n'y a pas de crypto-monnaie, la dernière révolution du monde. Et que malheureusement, les Africains sont en train de laisser passer. Passer justement à côté. Passer en parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire, il faut préciser quand même qu'au Cameroun et partout ailleurs, les restaurants ferment, les petits commerces ferment, et sans oublier certaines entreprises qui ferment, et sans oublier également que d'autres entreprises ont envoyé des milliers de personnes en chômage technique. Oui, mais il faut questionner notre structure économique à la base. D'abord, sur le plan macroéconomique, nous avons une économie qui est extravertie. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons est appelé à être exporté pour l'extérieur. On ne transforme presque pas grand-chose ici localement. D'où souvent cet appel de plusieurs Africains à faire de l'Afrique un lieu de transformation des matières premières qui s'y trouvent, ou bien que nous produisons. Oui. Bon, il y a ce cas. Bon, à partir de ce moment-là, nous sommes beaucoup plus une économie qui emploie les gens qui sont tournés vers les services. Alors, si les frontières sont fermées, ça veut dire de facto que le secteur de services va être violemment impacté. À partir de ce moment-là, surtout pour les produits qui doivent sortir du pays. Ou bien que nous devons recevoir. Donc, on comprend que la plupart des gens sont dans une situation de désastre. Or, si le gros de ces sociétés-là, qui sont dans les services fermes, ça veut dire que toute la chaîne économique, parce que je vous l'ai dit, je venais de vous le dire à l'entame, nous avons une économie extravertie. C'est pour ça qu'on parle souvent de la question de la nature de l'État que nous avons. On ne peut pas doubler à cela, c'est-à-dire ajouter à cela le fait que nous n'avons pas de souveraineté monétaire. Donc au moins, si on avait quelqu'un de souveraineté monétaire, et si on avait justement une planche à billets avec une petite industrie locale qui commencerait déjà à transformer localement un certain nombre de richesses que nous avons, oui. Je crois que cela aurait pu atténuer, n'est-ce pas, le caractère extrêmement violent de cette récession que nous connaissons sur le plan économique. Les chiffres ne sont pas... le Cameroun est souvent mal à partir avec la question des statistiques, mais... On parlait également de la recherche de la richesse. À un moment donné, on a l'impression qu'on piétine sur place et personne ne cherche justement d'autres solutions. J'en viens. C'est de l'ordre de 70 à 80% des employés des entreprises qui sont obligés d'entrer à la maison. De temps qu'il y a une ouverture des frontières, une embellie avec la fin de Covid-19, ce qui n'est pas évident. Maintenant, la recherche des solutions, elles sont là. Mais en même temps, elles reposent toujours la question de notre structure économique, ces recherches de solutions. Parce que si ailleurs, les gens peuvent se lancer, et c'est par exemple le cas de la crypto-monnaie, avec beaucoup d'emphase dans cette recherche de solutions, c'est parce qu'il y a des structures de base qui existent et qui font que les gens peuvent estimer que je peux tenter ma chance dans cette direction. Mais quand vous avez des gens qui vivent au jour le jour, leur orienter totalement dans cette... Et c'est pour ça que je crois que je comprends Paul Nken qui a raison, mais je tiens à lui dire que les gens ont l'impression qu'ils vont dans une partie de poker. C'était comme si tu invitais les gens à aller jouer au Jambo, parlons comme ça, de manière triviale. Pourquoi? Parce que, ça dit que la fourniture, par exemple, en électricité n'est pas du tout garantie sur l'étendue du territoire national. Vous avez une opération à faire, vous n'avez pas d'électricité, faites comment? 2. La fourniture à Internet, c'est encore, pour l'instant, la poêle à bannière. Vous voyez comment les gens jonglent avec ce qu'ils appellent les mégas, avec le data, pour pouvoir, de temps en temps, être toujours visible sur le net. Donc, voilà les problèmes. Je n'ai pas fini, la chaîne encore longue. Des problèmes, au moins, qu'on peut commencer à poser, qui font que demander à quelqu'un d'aller dans un secteur qui lui semble très lointain,
qui nous semblent presque inaccessibles deviennent de plus en plus difficiles. Mais maintenant, quand on regarde... Mais ne faut-il pas souvent oser? Mais il faut toujours oser. En cas de... Vous savez, en cas de crise, c'est ceux qui osent souvent qui s'en sortent. Mais, comme quand on est dans un État, la réussite ne doit pas appartenir à ceux qui sont intelligents et à ceux qui sont rusés. Oui. Ceux qui sont intelligents et ceux qui sont rusés, c'est l'infime partie. C'est la happy few. Le gros de la troupe sera laissé carrément, comment on dit ça, en bord de la route, au bord de la route. Et ça, c'est pas bon. Il faut avoir des solutions innovantes qui tirent tout le monde vers le haut. Je vous donne des informations, par exemple. Certains États occidentaux, tout à l'heure, il a parlé de cette cargaison de masques qui était destinée à un pays qui avait déjà fait des contrats et qui a été racheté sur le tarmac de l'aéroport par l'Amérique de M. Trump. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans une guerre économique où il n'y a pas de pitié. Alors, en France, par exemple, pour être un étranger, pour prendre des parts dans une entreprise française, ils ont des entreprises qu'on appelle des fleurons. Avant, c'était pas plus de 30%. Ils sont descendus après à 20%. Maintenant, ils sont en train de prendre des décisions, pas plus de 5%. Et l'État doit être regardant sur ces investissements privés qui viennent prendre des parts dans des sociétés, même privées françaises. Vous voyez, en Inde, ils ont pris une décision, ils ont dit, on prend des dispositions pour que nos voisins ne viennent pas nous prendre des fleurons de nos entreprises. Vous connaissez l'affaire ArcelorMittal en France, justement, avec tout ce que cela a causé. Donc, je dis que le problème que Paul pose, c'est pour les évoluer, excusez-moi le terme. Avant, on parlait d'évoluer. Ceux qui ont cette vision rapide, là, de vite comprendre. Mais le gros de la troupe, la large frange de la population, qui vit au jour le jour, il y a des moments qui vendent des tomates. C'est après avoir vendu les tomates le soir, qu'elles défarquent son bénéfice pour faire la petite soupe à la maison. Ils vont faire comment? D'où le rôle central de l'État. Je crois qu'il faut qu'on interroge de nouveau le rôle central de l'État. Il faut que l'État ait presque disparu chez nous. Presque disparu. Que sur le plan économique, l'État reprend son rôle régalien, qu'elle refixe le cadre économique. Oui. Maintenant, quand ce cadre économique sera fixé, je suis convaincu, mais surtout, quand l'État va prendre des décisions hardies de type commencer une petite industrie chez nous, c'est-à-dire par exemple, je prends souvent le cas du cacao qui est le plus banal. Imaginons que les 3/4 de notre production cacaoyère soient transformés localement en beurre de cacao. Vous imaginez le nombre d'emplois que cela peut créer? On n'a même pas cherché l'exploitation du fer et la transformation de fer par exemple en acier. Puis non seulement le cas d'un produit aussi banal que le cacao. Parlons du coton. Si on fait une véritable industrie cotonnière, n'est-ce pas, chez nous, avec une zone franche, avec un coton qui est transformé en textile, qui va développer après une véritable industrie textile, vous pouvez vous imaginer le nombre d'emplois que cela peut générer. Donc, je pense qu'il faut aller vers ces décisions hardies qui vont permettre de tirer le plus grand nombre vers le haut. Et à partir de ce moment-là, ils seront qualifiés pour être dans des propositions innovantes comme celles que propose Paul. Et je peux vous dire que les Africains sont tellement intelligents qu'ils peuvent vous faire. Il y a une anecdote que j'ai tirée de quelque chose que j'ai vu au Kenya. Parce que le Kenya est leader dans toutes ces innovations technologiques et dans cette question de monétique. Mais c'est un jeune Kenyan qui s'est lancé dedans, qui s'est fait beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, les questions d'ordinateur, il avait plusieurs ordinateurs qui plantaient. Et je peux vous dire que ça a été la catastrophe pour les gens qui avaient soumissionné dans son réseau. Non, parfait. Je pense qu'il y a... Attends, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Terminons avec Patient Bafin d'Homme. Et puis je vais passer la parole également que Béni qui dans son réseau. Donc c'est pour dire qu'en termes d'outils, l'Afrique n'a même pas encore les outils en quantité et en qualité qu'il faut pour se lancer dans ces aventures. Ces aventures sont faites, comme je viens de dire. Donc pour vous, ce sont des aventures finalement? Non, ce sont des aventures qui sont très intéressantes, mais il faut avoir et le cadre et les moyens, mais surtout que du point de vue de la législation, on n'est pas encore prêt. Je peux questionner les juristes là-dessus actuellement, on n'est pas encore prêt. Donc, et le cadre et les moyens, mais surtout cette facilité d'avoir accès à ces énergies et surtout à cet Internet qui fait souvent défaut dans la plupart de nos États. Il y a Paul Ken qui veut d'abord exploser. Je veux que vous alliez rapidement avant que je vienne à docteur Bénécris. Quand j'écoute M. Parfait, il a étalé là certains tares qui regardent directement l'État. Mais si l'État ne fait rien, dois-je aussi croiser les bras et attendre que quand l'État va faire, à ce moment-là, je vais me sentir à l'aise, non? Nous autres, nous pensons que si notre État ne peut rien faire, nous-mêmes, nous allons nous occuper de nous-mêmes.
C'est pour cette raison que nous regardons les brèches qui se présentent, qui existent. Et notamment, nous avons encore dans notre pays la chance que malgré ces multiples coupures d'électricité, on en a encore un peu. Donc, dès qu'il y a remise, en tout cas l'électricité est reconnectée, on recharge les téléphones, on reconnecte les ordinateurs, mais nous sommes sur une toile. Quelle que soit la panne d'un ordinateur, ça ne pourra jamais avoir un impact négatif sur ma crypto-monnaie par exemple. Jamais et à grand jamais. Un ordinateur qui est tombé en panne ne peut pas empêcher que vous continuez à développer votre activité sur Internet. Et vous savez quand même qu'il y a au moins 78% des Camerounais qui n'ont même pas un ordinateur portable. Hein. Attendez. Oui. Moi je me positionne dans la recherche des solutions. Oui. Quelles que soient les difficultés, il y a des gens qui sont en train de réussir. Et pourquoi d'autres n'avancent pas? Parce qu'il y a et regarde d'abord difficulté avant de regarder justement l'objectif. La difficulté est devenue pour beaucoup, c'est-à-dire la montagne insurmontable. Non, il faut essayer, il y a encore des possibilités. Et parfois, les hommes politiques que nous critiquons, ils disent certaines choses qui passent inaperçues. Je ne suis pas un militant du RDPC ni un biaïste, mais ce monsieur a dit quelque chose dans ce pays à l'endroit de la jeunesse. Je me souviens que le 10 février 2016, il avait parlé de l'économie numérique. Et dans son discours de fin d'année 2018, il avait rappelé que l'économie numérique n'attendra personne. Aujourd'hui, dans certains centres, ce n'est pas l'État qui les a créés, il y a des personnes qui sont en train d'apprendre à trader. Ces personnes-là ne demandent plus à manger à leurs parents. Je vous comprends, Paul Nké, on va revenir d'ailleurs avec vous dans un instant. Docteur Béni Christ-Kiezé, jusqu'à preuve de contraire, on sait que l'Afrique est en train de souffrir. C'est vrai que Paul Nké nous fait savoir qu'il y a des solutions d'ailleurs numériques. Il y a également la crypto-monnaie, il y a le trading qui se fait d'ailleurs à partir d'Internet. Mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Il y a ceux qui travaillent pour les autres et qui attendent d'ailleurs de rester travailler pour les autres. Mais de manière globale, il faut dire que l'Afrique n'a pas les moyens. Oui. Parce que nous sommes catalogués de pays pauvres et très endettés. Et tous les gros diplômés en Afrique l'ont accepté, malgré le fait contradictoire qui démontre que l'Afrique est le continent le plus riche du globe terrestre. Donc, il y a ce paradoxe-là qu'il faut mettre en évidence. Et je vais dire quelque chose par rapport à ce que M. Paul Ken venait de dire. Albert Einstein disait en son temps, la seule valeur d'une société stable ne réside pas dans l'État, mais à l'individu capable de réinventer l'avenir. Donc, l'État, à un certain moment, peut ne pas être capable de faire un certain nombre de choses. Mais les individus qui répondent à cette société peuvent initier, innover et orienter la société vers d'autres domaines porteurs. Ça, c'est d'un. Mais de deux, parfaitement aussi raison quand il est en train de démontrer qu'il y a des domaines où seul l'État doit intervenir. Par exemple, dans la législation, c'est l'État qui édicte des lois. C'est l'État qui prend des décisions pour, n'est-ce pas, légaliser, légiférer sur un certain nombre de domaines qu'on peut être créatif. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont démontré que l'utilisation de l'énergie électrique, et tout, etc., détruit la nature, est destructrice et permet à une certaine élite de s'enrichir au détriment du plus grand nombre, comparativement à ce qu'on appelle l'énergie libre, qu'on pouvait mettre à disposition de tous les citoyens. Mais puisque cela va de soi que tout le monde va en bénéficier, même les pauvres, il faut donc empêcher que ce secteur soit développé, alors qu'on continue de privilégier des domaines où les pauvres n'ont pas accès. Donc, quelque part, il y a cette bourgeoisie mentaliste qui est le ferment du capitalisme, qui bat son plein et qui est devenu, n'est-ce pas, le modèle de toutes les sociétés du monde. Surtout nos sociétés africaines qui copient à la lettre. Restons quand même dans le cadre dans les que sujets. le téléspectateur comprenne qu'il y a quand même la vendeuse de tomates qui n'a plus son travail parce que jusqu'à preuve de contraire, le transport est coupé pour aller chercher la tomate, par exemple, en Djombe. Il y a des personnes qui attendent, par exemple, de vendre des produits qui viennent de l'étranger. Mais malheureusement, les ports sont fermés, les aéroports sont fermés. Eux aussi, c'était leur secteur, un secteur plutôt fructueux. Mais les problèmes, il faut regarder plutôt à l'envers de la médaille. Oui. Le problème, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est là l'énigme fondamentale dans cette problématique. On n'aurait pas de problème, par exemple, si nos mamans qui produisent à l'intérieur de nos pays pouvaient avoir un débouché local
où ils écoulaient, où elles faisaient écouler leurs marchandises. On n'aurait pas un impact à un pourcentage plus élevé si nous avions organisé un marché local autonome. Paradoxalement, tout ce que nous produisons, l'essentiel, part à l'étranger, et tout ce que nous consommons, paradoxalement, vient de l'excès. C'est là que l'impact de Covid-19 sera lourdement ressenti au niveau de la population des bases. Surtout lourdes conséquences, il faut le dire. Des lourdes conséquences. Vous parlez aujourd'hui de plusieurs entreprises qui ont mis pratiquement la clé sous le paillasson. Parce que les contextes sanitaires et sécuritaires ne permettent plus à ces entreprises de fonctionner. Il y a de l'autre côté, certaines banques ne peuvent pas financer certaines entreprises parce que simplement ces entreprises-là ne représentent pas leurs intérêts majeurs. Je vais vous donner un exemple petit pour finir. Le ministre des Finances, le patron de la finance américaine, sous Bush, a fait que Lehman, la banque Lehman Brothers. Lehman Brothers, oui. Qui s'est écoulé d'ailleurs comme un château de cartes en s'est 2008. écoulé au moment où lui, il finance Goldman Sachs, qui est une autre banque en faillite. Donc, à un moment donné, l'élite choisit ses orientations en fonction des intérêts qu'ils défendent. Et non au service de la majorité des peuples qui ont besoin d'être renfloués. Ce qui fait que les petits peuples dans nos pays souffrent donc, sont victimes du système qui est en place. Mais il faut que le peuple africain plutôt pense à repenser les idées. Parce que l'Afrique ne va pas résoudre tous ces problèmes-là si on ne passe pas par une véritable révolution systémique. C'est ça le problème. L'Afrique est tenue par un système qui a été imposé aux Africains avant et après la colonisation et auquel nous devons mettre fin. Et si nous ne mettons pas fin, je pense que tout ce qui va toucher le monde, nous allons ressentir les conséquences lourdement. Alors que paradoxalement, nos victimes sont moindres que les Occidentaux, mais vous allez voir à la longue qu'ils vont paradoxalement s'en sortir un peu plus mieux économiquement que nous, qui n'ont pas été réellement touchés. Je vous donne pour finir rapidement. Regardez vraiment la contradiction qui existe aujourd'hui. Parfait parler des prisonniers qui ont été libérés, qui font des Ils font encore pas mal de dégâts, il faut le dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est aujourd'hui que les Africains découvrent la surpopulation carcérale. Par exemple, la prison de Kondengui a une capacité d'accueil de 1500 prisonniers dans les conditions normales. Aujourd'hui, cette prison compte à peu près plus de 4000. Plus de 4000. Donc, double fois le nombre initialement prévu. La prison de Dakar a une capacité d'accueil initialement prévue de 5 000 et quelques. Aujourd'hui, la prison compte plus de 12 000 détenus. À Kinshasa, à Maka, le Maka là, à Maka, à Abidjan, j'ai fait cette étude-là pour vous démontrer que, mais finalement, il faut que l'Africain repense tout son système. Et si nous ne prenons pas en charge, c'est là, aujourd'hui, mais demain, nous continuons de subir. Jusqu'à preuve de contraire, vous dites qu'il faut que l'Africain change son système. Et justement, c'est comme si vous pointiez du doigt, justement, l'État. Je me tourne vers vous, Paul Ken. S'il faut changer, justement, c'est tout l'État qui est pointé du doigt. Je sais que l'État a ses responsabilités. Oui. L'État ne permet pas que les énergies soient vraiment libérées. Parce qu'ils sont toujours, même Internet, dans nos pays aujourd'hui, pour avoir accès à Internet, allez au Rwanda, vous allez voir le débit. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez constater que c'est encore meilleur. Mais chez nous, au Cameroun, les gens se demandent, mais est-ce que nous sommes dans le même pays? Or, c'est un instrument de travail avec lequel chacun de nous a besoin de se servir pour se développer. Béni Christ vient de dire... Il y a certains qui ne se servent pas d'Internet pour se développer, c'est juste pour s'amuser. Il ne faut pas insulter les gens à longueur de journée. C'est pour ça que je suis atterré de constater que ça se passe de cette manière. Un jeune Africain aujourd'hui passe son temps sur Facebook ou WhatsApp pour poster des images ou alors pour insulter les hommes politiques. Il perd son temps. Il a intérêt à se poser la question, qu'est-ce qui peut me permettre de sortir de ma situation? Béni Christ vient de relever que dans nos prisons, on se retrouve dans un espace prévu pour 1500 personnes avec 4000. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que cette crise devrait servir d'occasion pour que chacun fasse son bilan. Il se demande, est-ce que j'ai été humble quand j'avais le pouvoir de gérer une prison? Est-ce que j'ai milité pour qu'il y ait plus d'espace pour les détenus? Si nous ne le faisons pas, n'accusons pas toujours les autres que c'est eux. Chacun de nous a sa part de responsabilité, mais beaucoup plus chez nous en Afrique, ceux qui sont sur les manettes du pouvoir, dès que quelqu'un est assis, il oublie d'où il est parti et il pense tout simplement à écraser les autres. C'est pour cette raison que moi, je n'ai plus le temps
de tirer à boulet rouge sur les gouvernants. Je me concentre sur ceux qui ont eu la chance d'aller juste un peu à l'école et leur dire, utilisons les voies qui se présentent encore à nous. Et il y en a. Il y a l'économie numérique. Il y a le New Retail. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez observé en France, pas seulement en France, dans tous les pays qui ont eu beaucoup de morts. Les restaurants ont fermé, mais leur capacité de se métamorphoser est en train de les aider à se repositionner. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les grandes enseignes qui vendent les Carrefour, les Super U, ces compagnies-là risquent de fermer dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que les petits restaurants ou les petits commerces ont décidé de vendre en ligne. On filme les articles, on envoie à leurs clients qu'ils connaissent, oui. Et vous allez constater que beaucoup ont des vélos pour aller livrer à domicile. Les grands enseignes, quand la reprise, si jamais elle arrive, ils risquent de constater que les mêmes clients qui venaient chez eux ne viennent plus parce qu'on vient leur livrer la marchandise à domicile. Donc, pour moi qui suis en Afrique, je dis, je ne vais pas partir du Cameroun parce que je me rends compte que ça marche bien de l'autre côté. Est-ce que je peux vendre mon article? Je peux avoir une paire de lunettes. Je sens que je suis foiré ce matin. Qu'est-ce que je fais? Je filme ma paire de lunettes. J'envoie à quelqu'un dont je sais qu'il est dans le besoin d'une paire de lunettes. Je lui dis, cette paire de lunettes, elle vaut 495 000. Moi, je vous la donne à 70 000 francs ce matin. Et la personne me dit, mais j'avais besoin effectivement de cette paire de lunettes. Immédiatement, il me demande, comment est-ce que je t'envoie de l'argent? Nous avons Orange et MTN. Sans publicité. Oui. Il m'envoie de l'argent. Moi, je trouve un bensiquin. Je dis, bon, va voir tel, tu lui donnes ses lunettes. Terminé. J'ai fait mon gain. Et beaucoup d'activités se sont développées dans notre pays grâce à cette puissance de communication qu'est Internet. Et il y a encore mieux. Il y a une technologie qu'on appelle la blockchain. Elle seule peut nous permettre, nous, Africains, de décider du prix de nos matières premières. Que ce soit. Vous n'allez pas le dire quand même à une maman qui est à Amsterdam depuis plus d'une cinquantaine d'années qu'elle va aller faire ce genre de choses sur son portable. Oui, mais si son fils fait, ça profite à toute la famille. La maman ne peut plus. Oui. Mais elle a fait un enfant qu'elle a envoyé à l'école. Et parfois, cette maman-là est obligée de nourrir cet enfant encore après les études. Devrons-nous continuer à vivre cette situation? Et je dis non. Si vous avez un enfant, je dis même s'il n'a fait que le cours moyen 2, nous sommes en phase d'une révolution incroyable. On vous comprend parfaitement, Paul Nken. Jusqu'à preuve le contraire, je vais me tourner vers Patient Parfum d'Homme. Tout le monde ne peut pas être maître entrepreneur. Il y a ceux qui sont nés pour travailler pour les autres. Non, je crois que on a l'impression, Paul a l'impression qu'entre sa vision et ce que je dis, vous êtes divergent. Vous n'êtes pas divergent, on parle bien sûr de la même chose. Mais moi, je dis que pour faire tout ce que Paul dit, il faut d'abord que l'État plante le cadre. Tant que l'État n'a pas planté le cadre, Paul ne peut rien faire. Rien. Paul se bat avec ses moyens. Il vous dit une chose seule, c'est que jusqu'à preuve le contraire, il se bat avec ses moyens. Je te prends. Non, ça. Parce que l'État, pour l'instant, n'a pas décidé de vraiment bien s'occuper de ce secteur. Il verra que c'est pas aussi facile que ça. C'est à l'État de planter le cadre dans tous les pays du monde. En France aujourd'hui, partout en Europe, aux États-Unis, les gens ne dorment pas. Les institutionnels ne dorment pas. Ils sont en train de réfléchir justement à l'après-Covid-19. Comment repenser l'économie? Comment repenser les législations? Est-ce que sur les territoires africains, on pense justement à l'après-Covid? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas dans le secret de Dieu parce que vous savez comment sont nos administrations centraux. Ils sont tellement hermétiques que la moindre petite information devient quelque chose de très laborieux. Mais en Europe, par exemple, je prends le cas de la compagnie française, Air France. Vous savez très bien que Air France était presque... Oui, à la fin. Alors, je vous donne l'information que l'État français et l'État néerlandais vont renflouer les caisses de la société Air France. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, s'il y a un restaurateur camerounais qui est en difficulté, qu'est-ce que l'État camerounais lui dit aujourd'hui? Y a-t-il même une soupçon de proposition? Les gens sont stressés, ils ne savent plus quoi faire. Vous voyez le rôle puissant, régalien de l'État dans les
démocratie dont on dit que la liberté, le libéralisme, machin, l'auto se te régule, tout le bavardage. Mais vous voyez comment l'État, ça dit que le rôle central de l'État reprend de la vigueur. C'est ça le problème. On peut également oublier que dans chaque entreprise, l'État a toujours une part. Ah non, dans certains pays libéraux, il y avait des gens qui avaient, tout à l'heure, il a même la crime des subprimes. Il y a un principe aux États-Unis, en anglais, ils disent it's too big to fall. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, même privée, qui a pris de l'ampleur, l'État ne peut pas se permettre que cette entreprise-là tombe. Oui. Donc quand elle est sur le point de couler, l'État fait tourner l'argent à bien et renfloue l'argent pour que cette entreprise reprenne le point de reste et demeure pour qu'on continue quand même à avoir des emplois. Dans la chimère des privés, n'est-ce pas, elle a un niveau. Passé à un certain niveau, cette institution privée arrêtée devient un ambassadeur de l'État pour la conquête des espaces et des marchés ailleurs. Alibaba, qui nous fait les dons de masques, d'appareils respiratoires. Jack Ma, oui. Oui, on dit que vraiment ça, c'est un self-made man. Voilà comment il a pu s'en sortir dans un système soi-disant communiste. Mais c'est que les gens oublient. C'est que l'État a son argent dedans. L'État a mis de l'argent dans son affaire. Ce sont tout. Là, Paul dit que c'est pas vrai. Mais c'est son problème. Le système chinois est fait ainsi. Le système chinois est fait ainsi. Non. Nous sommes partis d'un système qui était communiste à la base. Oui. Ils se sont fait l'argent comment? C'est comme les oligarques russes. Ils se sont fait l'argent comment? C'est l'argent des entreprises d'État que Boris Yeltsin avait donné des pans entiers à Kodosky et machin truc pour se faire de l'argent. L'État a toujours été le principal fabricant de milliardaires, même dans les structures dites capitalistes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je continue de dire que tant que l'État, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. D'abord, il faut qu'on pose la base sur le plan juridique et législatif d'une activité. Oui. Deuxièmement, l'État doit avoir un droit de regard sur ce que nous faisons. Troisièmement, il y a la nature économique de nos États qui pose problème. Donc, il y a toute cette réforme en profondeur qu'il faudra faire aujourd'hui pour permettre que justement les gens qui peuvent faire dans ce que Paul Ken parle de blockchain en réalité, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire, etc. C'est-à-dire que je peux produire du cacao ici et toi tu peux produire, je ne sais pas, de beurre là-bas et on fait du troc. Ça existe aussi. Ça n'a rien à voir. Ça existe aussi. Attends, j'en viens. Terminons avec. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais tu as fait allusion à ça. Oui. Voilà, tu as fait allusion à ça. Donc, j'étais dans disant que il faut que l'Afrique se remette à niveau, qu'on repense notre système économique, mais qu'on ait les institutions et les moyens qui nous permettent de se mettre à ce niveau-là. L'Afrique ne peut pas copier ce qui se fait à l'extérieur. On vous parle de M. Bezos. Bravo, il s'est fait beaucoup d'argent. Mais entre-temps, allez voir en Californie, la 5e puissance du monde. Mais c'est un État américain, hein? Les gens font la queue pour aller manger dans le bac alimentation. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Des millions de personnes. C'est-à-dire que nous sommes dans un système, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à Paul, que nous sommes dans un système économique qui a fait que les plus intelligents et les plus malins vont s'en sortir. Mais ils sont une infime minorité, on parle de 1%. Et le reste vont faire comment? Tout le monde ne peut pas s'engouffrer dans cette affaire-là et devenir milliardaire. C'est impossible. Même millionnaire, c'est faux. Il y a les autres qui vont travailler pour les autres. Tu as parlé de travail tout à l'heure. C'est-à-dire que je contribue pour que lui, il soit milliardaire. C'est ça la magie de leur affaire là. C'est tout. Mais c'est ça les capitalistes. C'est ça, voilà, c'est la magie de leur affaire. Jusqu'à preuve du contraire, on a quand même un gros problème. Voilà. Il y a plusieurs employés qui sont à la maison, qui attendent toujours de reprendre le travail. Ils ne savent même pas à quand est-ce qu'ils vont reprendre le travail. Nous avons les instituteurs du privé qui, jusqu'à preuve du contraire, ne reçoivent pas de salaire, qui également nourrissaient des familles. Voilà. Nous avons pas mal de personnes qui étaient dans des entreprises qui sont en chômage technique. Ils savent pas si un jour on va les payer. Jusqu'à preuve du contraire, je vous parle de cette crise qui touche, il faut le dire, des milliers et des millions, peut-être même, de Camerounais. Des milliers de Camerounais, d'Africains. Et à la longue, la courbe ira encore grandissante parce qu'on n'a pas encore atteint le pic. Donc, la problématique qui est ici, c'est le cas camerounais, par exemple. Prenons le cas typique, parce que partons de la particularité pour généraliser. Le cas camerounais, par exemple, quel est le taux de pourcentage dans le secteur de la création d'emplois de l'État camerounais sur le territoire camerounais?
quelle est la capacité des États africains à créer des emplois. Dans tous les cas de figure, voilà comment les choses se passent. Paul Ken le disait tout à l'heure, j'arrive au pouvoir, j'organise ma structure. Avec l'argent de l'État, je crée ma boîte à moi, privée, et les intérêts ne rentrent pas dans la caisse de l'État, rentrent dans ma poche. Ça, c'est tuer le secteur de l'emploi. Voilà pourquoi vous constatez qu'il n'y a pas une législation claire en matière de la protection des salariés au Cameroun. Je vous donne un cas de figure simple. Les entreprises françaises qui construisent les routes là, je me suis approché personnellement des employés qui font de la sous-traitance avec les responsables d'entreprise pour vous montrer la misère. Il y a même d'autres qui m'ont dit, mais écoutez, la législation même ne protège pas les salariés camerounais, protège même les expatriés qui viennent exploiter même les salariés ici. Donc, il y a un réel besoin de réformation du secteur même de l'emploi. Il faut que l'État se responsabilise. Parce que après la crise, je vous dis qu'il y aura d'autres conséquences que nous ne connaissons pas encore et qu'il faut anticiper, il faut prévoir. Mais que fait donc l'État déjà comme mesure? Parce que c'est beau de nous édicter des mesures barrières. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement que prennent les gouvernements africains pour pouvoir, n'est-ce pas, empêcher que les conséquences soient insupportables à la limite et que toutes ces conséquences qui arrivent soient gérées? Par exemple, dans ceux qui sont dans le secteur de l'emploi, qui travaillent dans le privé. Imagine-toi, Steve Ngos, tu dois te déplacer chaque jour pour aller travailler. Tu as une maison à payer, oui. Tu as des bouches à nourrir et toi-même, tu as une vie à entretenir. Lorsque le salaire ne passe pas, mon ami, dis-moi, tu fais comment donc? Justement, c'est le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Effectivement. Parce qu'il y a des personnes qui nourrissaient à eux tout seuls, voilà, toute une famille. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 2 mois qu'ils sont à la maison. C'est là qu'il faut donc invoquer ce qu'on appelle l'interventionnisme étatique. Mais l'Allemagne l'a fait. L'Allemagne l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'on l'a interdit un certain nombre d'avantages sur le territoire européen. Parce que, soi-disant, le système hitlérien était une catastrophe. Mais l'élite qui a pris, après, l'élite a démontré aux Européens que les Allemands sont différents des nazis. Les nazis étaient un fléau qui a frappé l'Europe via l'Allemagne, mais les Allemands sont différents des nazis. Nous, Allemands, nous avons une autre vision du monde. Aujourd'hui, c'est la plus grande économie en Europe. Oui. On l'oublie. Dans l'Union européenne, c'est la plus grande économie. Mais ils ont fait ce qu'on appelle de l'interventionnisme étatique. Les entreprises étaient mortes. Il fallait accompagner les États. Les salariés, parce que quand tu n'es pas payé, mon frère, tu ne peux pas aller au marché acheter quelque chose. Du coup, le marché se meurt, faute de clients. Et puisqu'il n'y a pas de clients qui achètent, des clients potentiels, alors la productivité ralentit. Puisqu'il n'y a pas de l'argent qui rentre, on ne peut pas produire, on commence à baisser. Donc il faut de l'interventionnisme étatique. Or, l'interventionnisme étatique ne sera efficace que si nous avons la souveraineté monétaire. Messieurs, je vais me tourner également vers Paul Ken. Jusqu'à preuve de contraire, vous le disiez d'ailleurs à l'entame de vos propos, d'ailleurs dans ce débat, que jusqu'à preuve de contraire, il y a des gens, d'ailleurs le journal Le Jour le faisait savoir d'ailleurs dans sa grande une de ce matin, le commerce honteux. Pendant que les autres sont en train de souffrir, d'autres augmentent les prix. Ils augmentent les prix, il faut le dire, hein, de lave-mains, et sans oublier bien sûr de cache-nez et de tout ce qui va avec. Bon, monsieur Ngos. Pendant que d'autres souffrent. Hein. Quand vous me donnez l'opportunité d'intervenir ici. Allez-y. À ma modeste qualité de coach en développement personnel, et par la force des choses, je suis devenu agent entrepreneur et chasseur de tête. Je ne peux pas laisser que ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de nos enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, effectivement, qui sont à la maison actuellement et qui ne savent pas où. C'est des millions de personnes qui sont dans la maison et qui nous écoutent d'ailleurs. Je dois leur apporter quelques pistes. Parce que ma présence sur le plateau ne doit pas tout simplement être un plateau. Non. Et ce métier de développement personnel m'a permis de mener des études sur la psychologie de ceux qui réussissent, notamment ce Jack Ma que M. Parfait a cité tout à l'heure. Si Jack Ma entend que vous avez dit qu'il a profité de l'État chinois, il peut se mettre à pleurer parce que s'il y a quelqu'un en Chine qui a énormément subi contre son pays ou alors contre les entreprises chez qui il s'est présenté pour être recruté, c'est Jack Ma. Au moins à 25 reprises, on
on recrutait tout le monde, même à la police. Sauf lui. Et par la force de son mental, il a développé des idées qui lui ont permis, un jour, en regardant ce qui se passe aux États-Unis, de mettre sur pied un commerce en ligne qui fait de lui aujourd'hui l'homme le plus riche de la Chine. Et je souhaiterais que tous ceux qui nous écoutent ici, après cette émission, que chacun aille sur YouTube pour chercher à connaître qui est Jack Ma, parce que c'est des personnes qu'il faut désormais écouter. Il y a les experts du bar, mais il y a de vrais experts comme ce Jack Ma. C'est-à-dire, ces enseignements sont utiles à tous les jeunes. Si vous êtes jeune, ou alors vous êtes même en voie de vieillir, on n'est pas fini à 50 ou 60 ans, il y a encore de l'espoir. Donc, allez fouiller la vie de ces personnes. Moi, j'ai regardé la vie, comment Bill Gates, j'ai essayé de fouiller, j'ai trouvé un documentaire sur Bill Gates. Mais c'est un extraterrestre en matière de travail. À son jeune âge, si vous voyez comment il a fait pour arriver là, certaines personnes disent, ah, c'est son père ne lui a apporté que les moyens pour aller à l'école. Mais à un moment donné, Bill Gates a cessé d'aller à l'école pour créer quelque chose. Donc, même si on va dire également que lors de ce qu'il avait fait, il y a eu tricherie, vous le savez également. Attendez, les tricheries qui finance la guerre à l'Est du Congo. Écoutez, messieurs, on n'est si pas ce là n'est pour pas parler de Bill Gates, on est là pour parler de l'économie. Il faut faire attention avec les modèles qu'on veut imposer aux Africains. Nous avons des modèles en Afrique. On ne vous impose. Nous avons des modèles en Afrique qui sont partis de la pauvreté et qui n'ont pas exposé. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, les modèles sur le continent africain. Ils sont nombreux, Paul. Laissez M. Paul Ken. Je n'ai pas dit que l'Afrique n'a pas de talent, malheureusement. L'Afrique en a. Et qu'est-ce que vous, les compatriotes, vous faites pour que les talents africains explosent? Dans votre pays, le jeune docteur Jérôme Mouyangi, vous savez par où il est passé pour être aujourd'hui invité par le chef de l'État? Il a fallu qu'il aille d'abord ailleurs. Mais dans son propre pays, il n'a pas pu. Effectivement. Donc, le problème, ce n'est pas toujours les autres. C'est nous-mêmes. Je sais combien de personnes jalouses nous entourent et qui font feu de tout bois pour nous faire échouer. Ce n'est pas toujours les Occidentaux. Alors, je dis, je reviens à vous qui m'avez posé la question sur les prix qui augmentent. Oui. L'être humain est nanti d'un égoïsme que vous ne pouvez pas imaginer. Dès qu'il y a une opportunité pour se faire un peu du pognon, c'est la première idée qui lui vient en tête. Malheureusement, Parfait tout à l'heure insiste sur le rôle de l'État. C'est à ce niveau que l'État doit montrer qu'il est existant. C'est lui qui doit jouer le rôle d'arbitre. Ils ne doivent pas laisser les populations à la merci de ces commerçants véreux. Je partage cette idée. Mais parfait, comme la majorité de nos États ne font donc pas ce travail, moi, Paul Nken, je vais m'asseoir et dire que, non, mon travail consiste, qu'est-ce que je peux faire comme effort pour que l'augmentation des prix ne me devienne pas une fatalité. Voilà ce à quoi je concentre mon état mental. Paul. Patient Parfait d'homme, apparemment, jusqu'à preuve de contraire, vous n'êtes pas d'accord avec Paul Ken. Non, je crois que Paul semble ne pas comprendre ce que je dis. Moi je dis, j'insiste le rôle de l'État pour que justement on puisse libérer les énergies. Vous êtes donc d'accord qu'à un moment donné, chacun peut faire de belles choses. Mais il faut d'abord qu'il y ait un cadre qui soit bien dessiné, qui permet à la compétition. Mais pour Paul, jusqu'à preuve de contraire, seul, on peut commencer. C'est dangereux ce que Paul dit. C'est-à-dire, Paul dit, puisqu'il y a des tricheurs, moi, si je vais adopter ma petite... C'est pour ça que je vais parler des intelligents et des rusés. Comme je suis rusé, je vais trouver ma petite pichenette pour que moi, la tricherie des autres ne n'impacte pas sur ma vie au quotidien. C'est ça. Vous voyez comment c'est dangereux? Non, c'est pas... Mais ça peut être ce que Paul vient de dire. Non, c'est pas ce que Paul a dit. Vous le savez. Je dis... Je vais m'expliquer encore tout à l'heure. Oui, Paul. Attends. Les États sérieux, comme c'est le cas de la Chine, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un comme Jack Ma, il a fait plusieurs concours. Je connais tout son parcours.
Il a échoué à tous ses concours. Hein. Oui. Il a envoyé plus de 9000 dossiers. Personne l'a pris dans un travail. Mais l'État, lui, il a des recruteurs. Et chaque jour, il avait des dossiers dans son sac. L'État qui est dans le processus de fabrication de capitaines d'industrie et de machin, dont de véritables ambassadeurs à l'étranger, a des recruteurs, a des sergents recruteurs, comme dans les clubs de football. On regarde, on dit ce gars, il est tenace. Il a la matière grise et il est tenace. Mais c'est ça, les On chasseurs peut lui de faire tête. confiance. OK? Et à ce moment-là, on ouvre un boulevard que toi, tu ne peux pas voir. Et progressivement, le gars monte. Et il est efficace. Et on l'accompagne, on le soutient, il est efficace. De toute façon, je continue de dire, surtout pour les anciens pays qui étaient d'obédience communiste, on ne devient pas milliardaire là-bas sans l'aide de l'État. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut toujours une touche, même invisible, de l'État pour te permettre de réellement décoller. Je continue d'insister sur le fait. Je prends le cas du Nigeria. Allons au Nigeria qui est à côté. On va chercher la Chine. Au Nigeria, vous ne pouvez pas créer une entreprise. Vous êtes un étranger. On va vous demander qui est le PCA. Le PCA doit être nigérian, absolument. Et quand le ministre doit rencontrer cette entreprise pour des besoins, c'est le chairman qu'on cherche. Ce n'est pas vous le directeur. Et on vous impose même des pourcentages qui doivent revenir aux nationaux. Voilà. Mais regardez le cas, par exemple. Je parle de la nature de l'État. Les gens viennent ici chez nous, au Cameroun, et surtout en Afrique francophone, Oui. ils ouvrent des entreprises, ils expatrient 100% de leurs bénéfices. Oui. Vous vous souvenez de l'affaire du footballeur Zico en Italie? Oui. Vous vous souvenez? Il a failli faire la prison, il était obligé de fuir. Parce qu'il a voulu tout envoyé au faire Brésil. ce transfert de devises de manière illégale. Donc, quand je parle de rôle de l'État, je dis que Paul et moi, et Paul ne me comprend pas, je dis qu'il faut que l'État fixe le cadre. Et que les génies comme Paul maintenant puissent exploser, parce qu'on en a. Mais tant que l'État n'a pas fixé ce cadre-là, qui permet une saine compétition, et qui permet justement que la communauté nationale ne soit pas le grand perdant du jeu, je peux vous assurer que nous serons là dans une affaire entre les plus intelligents, je viens de le dire, et les plus rusés. Et là, c'est quoi? C'est la loi de la jungle. Oui. Regardez bien les animaux. C'est la loi de la jungle. Donc, messieurs, jusqu'à preuve de contraire, non, vraiment, il faudrait que l'État vienne en aide à toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi ou bien qui sont en chômage technique. Ben, écoutez, Steve Ngos, je vais vous dire quelque chose rapidement. Quand Paul fait l'éloge de capacités individuelles, Paul ne dénigre pas pour autant le communautarisme. Steve, je suis en train d'arriver. Je dis que vous n'avez pas dénié. Aucun individu ne sort d'un arbre. Nous sortons de quelque part. Nous sommes liés par des clauses communautaristes. Nous dépendons de la communauté à laquelle nous appartenons. En même temps, cette communauté dépend de comment nous évoluons dans les temps. C'est à nous d'enrichir la communauté ou c'est à la communauté de nous enrichir. Et paradoxalement, je peux détruire ma communauté comme ma communauté peut me détruire. Il ne faut pas oublier tous ces paradigmes. Quand M. Jack Ma décrète ou prend l'initiative de créer le commerce en ligne, mais M. Paul Ken, il s'est appuyé sur le développement du réseau Internet que l'État a financé et accompagné. C'est tout à fait normal. Justement, donc voilà pourquoi je trouve que vous avez plutôt des points de vue complémentaires, même si il est... sûr. Voilà, vous vous complétez en réalité, vous ne vous contredisez pas. Donc Même si ça l'État... date pas. Voilà, voilà. Oui. Bon, C'est une question de primauté. Bon, Qui vient avant? Bon, allons-y, continuons dans donc cette lancée-là. l'État a un rôle très important, je peux même dire déterminant, dans le développement d'une communauté. Mais la communauté, de manière autonome et individuelle, peut soit changer cet État, soit s'y accommoder, soit la détruire. C'est ainsi que la Chine de Mao, ce n'est pas la Chine d'avant. Parce que la Chine de Mao était des idées comme le Paul Ken, comme le Parfendom, qui pensent que cette société n'est pas celle que nous méritons. Il faut la modifier, il faut la changer. Et donc, la Chine qui est née, qui est devenue une puissance aujourd'hui, c'était l'idée d'un individu, Mao Tse-tung, qui a trouvé un appui, un certain nombre d'élites qui ont compris qu'il faut que nous puissions changer la Chine. Moi, je pense que le Cameroun de demain dépend de quelle élite, de la nature de quelle élite va prendre le Cameroun de demain. Parce que le Cameroun d'aujourd'hui est le reflet du Cameroun d'hier. Des idées que le Cameroun développait hier. L'Afrique d'aujourd'hui est l'émanation des idées que nos élites ont hier. Si les Lumumba, les Sankara, les Oumniobé étaient aux affaires, l'Afrique et nos pays seraient différents aujourd'hui. Si les Nkrumah et les autres étaient aux affaires, je pense que... Mais quelle est l'Afrique qui a triomphé? C'est l'Afrique néocoloniale,
avec les gens tels que les Senghor, les Houphouët-Boigny, etc., etc. Et l'Afrique à laquelle nous appartenons, c'est une Afrique d'impuissance, où on n'encourage pas la créativité parce qu'on n'appuie pas. Montrez-moi, Paul Ken, combien d'écoles avons-nous ici en Afrique d'ingénierie? Déjà, pour parler du développement de e-commerce et tout, il faut que nous soyons maîtres, que nous sachions contrôler, nous, l'outil Internet. Parce que c'est une autoroute de l'information, oui, mais c'est en même temps une autoroute de la dépravation des mœurs. Souvenez-vous, le printemps arabe ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas l'Internet. C'est par l'Internet que l'Occident a déstabilisé tout ce qui s'est pavané comme des rois au Maghreb et qui s'opposaient à leurs intérêts. Donc cet outil, si on ne la maîtrise pas, si on ne le maîtrise pas, ça devient un danger pour nous. Regardez ce que la France fait. Facebook, ça appartient à un individu. Mais la France dit, ici en France, tu respectes les règles de la France. En Chine, on dit, tu respectes les règles. Mais nous, quelles sont les règles que nos États peuvent imposer à ces structures des réseaux sociaux? Je vous parie qu'une chose, jusqu'à preuve de contraire, du côté de l'Afrique, on ne paye pas Facebook. Alors que de l'autre côté, voilà, on paye Facebook. Voilà. C'est ça la grande différence. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, nous parlons de cet impact économique de la crise actuelle, justement, sur les économies. Et jusqu'à preuve de contraire, rien ne marche, en tout cas pour ces personnes. Rien ne marche depuis 2 mois aujourd'hui. Les aéroports sont fermés. Ça signifie une chose simple, c'est que la compagnie nationale camerounaise, elle est encore en train de plonger davantage. On ne va pas oublier également les autres compagnies aériennes qui souffrent d'ailleurs. Et c'est sûr qu'elle va mettre en congé technique 68% de son personnel. 68% justement de son personnel. Donc, si on continue dans cette lancée d'ici à 2 mois, eh bien c'est tout simplement près de 90% du personnel de Camerco qui va rester à la maison. Oui, Monsieur Ngos, le peu de temps qui m'est imparti ici sur ce plateau, on est dit à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis pas un homme politique, oui, mais je dois apporter les solutions. Face à cette crise, face à ces multiples emplois perdus, moi je voudrais dire une fois de plus que l'État ne fera pas grand-chose, que ce soit celui du Cameroun ou des pays européens ou occidentaux, ils ne feront rien. Que chacun prenne son destin entre ses mains. Nous sommes ce matin à 12 jours d'un très grand événement mondial sur le plan technologique où beaucoup de personnes vont encore ramasser beaucoup d'argent. Cet argent, l'argent c'est le pouvoir, que personne ne vous trompe. Si tu n'as pas d'argent dans notre monde actuel, ce n'est qu'un constat. Je ne suis pas là pour la religion de l'argent, mais pour dire ce qui est. Tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. J'ai vu des gens qui sont allés dans certains hôpitaux africains souffrant du Covid-19, personne ne s'est occupé d'eux. Et pourtant, on avait annoncé que dans ces pays-là, il y a la prise en charge. Si leurs familles n'ont pas les moyens, ces personnes-là vont... Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'avaient pas l'argent, parce que l'État n'accompagne pas la prise en charge. Moi, je laisse l'État de côté. Nous allons terminer rapidement. Je laisse l'État de côté et je dis à chacun de se prendre en charge. Nous sommes à 12 jours. Je ne pourrais pas vanter cette opportunité ici, mais nous sommes à 12 jours d'une très grande opportunité d'affaires dans le monde. Les Africains ne sont pas moins intelligents. Nous avons des bons mathématiciens, des bons informaticiens. Les jeunes Africains peuvent profiter de cette opportunité pour se faire de l'argent. Je termine en disant que actuellement au monde, l'Afrique peut utiliser la technologie, retenez bien le nom de cette technologie, la blockchain, pour décider de son prix dans toutes ces matières premières. Posez-moi la question plus tard, j'y répondrai. Patient Parfum d'Homme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'on sait qu'il y a des problèmes, il y a le chômage, il y a justement cette crise économique, qu'est-ce qu'on fait? Moi, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique va vraiment être dans le creux de la vague pour la simple raison qu'elle n'a pas de souveraineté. Elle n'est pas du tout, c'est une question de souveraineté. Pour commencer, il faut qu'on essaie. Vous parlez toujours de la souveraineté monétaire? Non, la souveraineté tout court, qui inclut aussi la souveraineté monétaire. Parce que si nous sommes souverains, nous allons décider des orientations comme nous voulons, sans que qui que ce soit essaie de nous dire quoi que ce soit. Mais si nous n'avons pas cette souveraineté monétaire, on aura toujours ces histoires de compte d'opération, même avec la formidable lumière de Paul. Si Paul fait une transaction quelconque maintenant, ça doit passer là-bas pour qu'il récolte des miettes, etc., etc. Vous voyez, c'est très compliqué. Il faut que l'Afrique
regarde vraiment cette réalité de manière qui se présente à nous avec toute la violence. Et que nous puissions tirer vraiment des conséquences de cette affaire-là. On ne peut pas faire autrement. Je dis, on parle de nous, nous sommes sur ce plateau, parce que nous sommes peut-être la petite bourgeoisie, si on peut excusez-moi, mais vous êtes tous des petits bourgeois, vous avez un salaire. Imaginez... oui, mais ce n'est pas le cas. Imaginez, non, vous n'êtes pas loin de là, hein, vous êtes la petite bourgeoisie. Imaginez des gens qui vivent au quotidien dans nos quartiers. Imaginez leur détresse. Moi, tous les matins, j'ai au moins 1 à 2, voire 3 personnes qui toquent à ma porte. J'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors que moi-même, je ne peux pas m'aider moi-même. Vous voyez. Il y a une détresse pas possible au sein de nos sociétés. Les autres n'ont pas des restaurateurs. Oui, les petits restaurateurs français vont recevoir quelque chose de l'État. Ici, chez nous, c'est à qui mieux. C'est la loi de l'argent. Pourtant, ces entreprises payent leurs impôts. Hein. Il faut que... Non, même les gens qui vendent en bordure de route, ils payent le TVP. Hein. Justement, c'est ce que je dis. Tout ce moment-là paye l'impôt. On vient traquer même les petits vendeurs de cigarettes dans les quartiers. Oui. Donc, il faut que notre État prenne cette... On a besoin de parler de décentralisation. Qu'elle se réorganise autrement et qu'on essaie de voir. Maintenant, à nos hommes d'affaires qui ont réussi, milliardaires, je crois que d'abord, la fête du travail, c'est demain. Je profite pour dire bonne fête de travail à tous les personnels du groupe d'Ampolo. Bon, un travail dans la défaite. Hein. Mais de toute façon, c'est toujours le travail. Bon, c'est pour dire à nos hommes d'affaires, essayez de vous réunir. J'ai vu quelque chose, une initiative formidable au Nigeria. Les hommes d'affaires qui sont milliardaires se sont mis ensemble. Ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État? Et en contrepartie, c'est sûr que l'État va peut-être alléger sur le plan fiscal un certain nombre de choses. C'est du donnant-donnant pour permettre à ces entreprises d'avoir une quelconque respiration. C'est de ça qu'il s'agit. Mais cette étude-là, elle se fait au niveau supérieur. Elle ne va pas se faire, ce n'est pas une question de gargouille de bar, comme tout à l'heure, Paul l'a dit. Je suis pour l'humanisme africain. Et l'humanisme africain veut dire le partage, veut dire la solidarité, veut dire l'entraide. En cas de difficulté comme celle-ci, notre société, notre communauté doit apprendre à se serrer le coude. Les solutions en solo, les solutions individuelles, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un veut dire, l'enfer, c'est les autres. Mais je peux aussi dire, comme un autre lui a rétorqué, l'enfer, c'est aussi l'absence des autres. Nous devons tous sortir de cette épreuve de feu, mais plus solidaires que jamais, en comprenant qu'il n'y a que l'amour des Africains pour l'Afrique, pour leurs compatriotes, qui va nous permettre maintenant de créer cette science, qui est la science qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire que cette science qui nous libère de la capacité de domestiquer la science, de la capacité que les jeunes Africains s'intéressent au blockchain et qu'eux puissent maintenant dompter cette blockchain pour le bonheur des Africains. Donc vous également, vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut être solidaire, il faut être unis pour sortir justement de cette crise. D'ailleurs, je vais citer un grand esprit. Rapidement, parce que Martin Luther King a disait en 2 secondes, oui. Il a dit, nous avons appris à naviguer sur les bateaux, à voler dans l'espace comme des oiseaux, mais nous n'avons pas appris à vivre comme des frères sur la terre. C'était juste une citation, mais c'est très fort. Ça dit que Martin Luther King perçoit la société comme une synergie, c'est-à-dire la solidarité doit exister. L'individualisme détruit les communautarismes, oui. Qu'on le veuille ou non. Les communautarismes, plutôt, renforcent l'individu. C'est cela la problématique qu'il faut. Donc, l'Afrique qui manque encore ces liens de solidarité forts au niveau des États et des institutions, vous n'avez qu'à voir l'Afrique, M. Paul Ken. Vous n'avez pas une union africaine, institutionnelle. Nous n'avons pas. Vous avez votre CEMAC là-bas c'est lieu. Donc nous avons besoin de ce communautarisme institutionnel pour renforcer donc les intelligences individuelles que nous avons pour que demain, dans une forme d'intégration des esprits et de fraternité, nous puissions construire notre continent qui est le plus beau et le plus riche du globe. Et surtout le continent des possibilités et surtout des opportunités. Merci en tout cas à vous, Béni Christ, d'avoir été des nôtres ce matin. Paul Ken, merci également. Sauf si vous avez un dernier mot à dire, parce que je vois sous le... Oui, je voudrais... rapidement, parce que nous sortons de ce débat. Ils sont très nombreux, ceux qui ont perdu leur emploi et qui ne le retrouveront pas facilement. Parfois à cause de l'âge ou alors parce que le patron lui-même n'a pas de revenus. Mais je dis, les opportunités qui se présentent, tout ce qui est possible en ce moment, je le dis, beaucoup de personnes ont cet outil, le téléphone portable. Ils sont connectés sur Internet.
que celui qui a la capacité au moins d'avoir un téléphone Android, qu'il en fasse un moyen qui lui permette de gagner beaucoup d'argent pour aider sa famille, envoyer ses enfants à l'école. Si vous n'avez pas le moyen de savoir comment ça se passe, venez voir M. Ngos, on y réfléchira ensemble. Merci beaucoup, Paul Ken, d'avoir été de nous ce matin. Merci également à vous, patient parfum d'homme, mais vous allez rester avec nous parce que dans un instant, nous allons accueillir justement Théo Hiom. Il est avocat et avec lui, nous allons parler justement